Bonjour, c'est un grand honneur d'être invité pour ces journées d'études 2021. Et pour cela, je voudrais remercier M. François-Xavier Vray et le comité d'organisation. Je suis musicothérapeute, diplômée de l'Université de Nantes. J'habite en Angleterre et pendant la formation, j'ai fait mes stages là-bas. Aujourd'hui, je vais vous proposer une présentation un peu différente d'habitude. Déjà parce qu'elle est enregistrée, mais aussi parce qu'elle contient plusieurs vidéos de mon travail. À mon avis, c'est un grand privilège d'avoir l'autorisation des parents de mon client pour parler de son cas et pour montrer ses vidéos. Respectons donc le code déontologique de notre profession. À cette fin, je vous demande de ne pas enregistrer cette intervention et que les organisateurs coupent l'enregistrement pendant les vignettes audiovisuelles. Ce matériel ne doit pas être diffusé nulle part. Merci. En outre, je vous invite à écouter attentivement, à penser activement et à engager vos capacités d'observation, utilisant surtout vos sens visuels et auditifs. Soyez attentifs à la communication non verbale et ou musicale. Juste pour éclairer, en Angleterre, on parle de clientèle au lieu de patientèle. Bon, qui est cette clientèle? Le cadre de ce travail est une école spécialisée pour enfants polyhandicapés de 3 à 19 ans. Je pense qu'une institution équivalente en France sera l'IME. Les jeunes profitent d'une prise en charge pluridisciplinaire, par exemple avec la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, des soins infirmiers, de la balnéothérapie, etc. Comme les élèves ont des troubles et des besoins tellement divers, il est impossible de parler d'un enfant typique de cet établissement. Néanmoins, nous pouvons observer que le parcours de musicothérapie est généralement étiré et non linéaire. Le traitement de l'information dans le cerveau de ces jeunes est souvent lent et même pour faire un premier bilan, il faut environ 6 séances. Les handicaps des jeunes sont souvent liés à la prématurité, par exemple la paralysie cérébrale. Associés à cette déficience motrice sont plusieurs troubles, comme la déficience intellectuelle et le retard global du développement. L'épilepsie et les troubles de langage sont aussi très communs. J'ai noté qu'en général, les fonctions langagères réceptives restent intactes, pendant que les difficultés se trouvent dans l'expression verbale. Ça veut dire que les enfants comprennent bien le langage parlé, mais qu'ils n'ont pas la capacité de produire la parole eux-mêmes. Pourtant, ils disposent d'autres moyens pour s'exprimer, d'où la pertinence de la communication verbale pendant les séances de musicothérapie. En considérant la temporalité, nous observons qu'au niveau macro, le parcours peut être long et lent. Cependant, la microtemporalité peut varier beaucoup de client en client. Nous trouvons, par exemple, toute une gamme de rythmicité dans les productions sonores de ces jeunes. Pour le travail de jour en jour avec cette clientèle, il faut se rappeler l'importance de donner à nos clients du temps et de l'espace pour répondre à nos propositions musicales, pour explorer les instruments et ne pas leur pousser à les jouer comme il faut, et pour s'exprimer à leur propre manière. L'étude de cas présentée aujourd'hui sera illuminée d'une perspective globale de la temporalité. Voilà une courte introduction. Maintenant, je vous présente directement Kevin pendant sa 5e séance de musicothérapie avec moi. J'ai changé son prénom pour préserver son anonymité. Je ne vais rien dire, juste vous demander de réfléchir sur ces 3 questions. Numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme pathologie et ou trouble? Numéro 2. En ce qui concerne la communication entre Kevin et moi, qu'est-ce que vous observez? Numéro 3.
comment auriez-vous répondu aux productions sonores de ce garçon dans votre propre pratique professionnelle? Bon, et vos réponses? Voici d'abord les antécédents cliniques de ce garçon. Aviez-vous pensé une liste de cette longueur? Et cependant, Kevin est parmi des enfants de cet établissement considérés comme moins handicapés. Mais il souffre aussi d'un autre trouble plus caché. Ce garçon parle à la maison, mais il n'a jamais parlé à l'école, malgré un suivi de 7 ans en orthophonie. Il s'agit du mutisme sélectif. Le mutisme sélectif est considéré comme une manifestation d'anxiété, souvent concomitant avec une personnalité timide, anxieuse ou inhibée. Les critères diagnostiques, selon le DSM-5, sont les suivants. L'enfant montre un échec constant à parler dans des situations sociales spécifiques lorsqu'il y a une attente de parole, même s'il parle dans d'autres situations. Le mutisme interfère avec la réussite scolaire ou avec la communication sociale. L'incapacité de parler n'est pas attribuable à un manque de connaissance de la langue parlée requise dans la situation sociale. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble de la communication et n'est pas exclusivement liée à un trouble du spectre autistique, à de la schizophrénie ou à un autre trouble psychotique. La durée de la perturbation est d'au moins un mois, sans compter le premier mois d'école. En ce qui concerne ma deuxième question, qu'est-ce que vous avez observé sur la communication entre Kevin et moi? La croisée de regards des fois et des mains, un certain partage de l'espace physique du clavier? Oui. Je vais me concentrer sur la communication musicale, qui viendra synonyme de la qualité de présence du client. Au début de la prise en charge, les denses productions sonores de ce garçon m'ont surpris. Rappelons-nous que cet élève est un élève qui ne dit rien en classe. Qu'est-ce qu'il a beaucoup à dire pendant nos séances et à quel haut volume? Où est-ce la canalisation sonore des énergies physiques qu'il a du mal à dépenser à cause de sa mobilité réduite? Une troisième proposition est qu'il a peur du silence. Pour lui, le silence est associé à une attente de parler, et cette attente de parler lui provoque une grande anxiété. Donc, pour refouler son anxiété, Kevin occupe tout l'espace sonore et physique. Vous auriez remarqué que cette improvisation dure au moins 9 minutes. Quant à la troisième question, à quoi avez-vous pensé comme interaction pratique avec ce garçon? À l'écoute, à la contenance, à l'accompagnement, à la modification de ses productions sonores? Comment l'auriez-vous mis en place? Dans le clip, c'est impossible pour moi de proposer la contenance et l'accompagnement, car il ne serait pas ressorti des denses productions sonores de Kevin. Par contre, il y avait plusieurs instances de l'imitation et du reflet, et un essai pour modifier le jeu. Mon point de remarque ici est que l'imitation et le reflet allaient des deux sens. Par exemple, à la grosse caisse et au tambourin, c'est moi qui imite les mêmes volumes, rythmes et intensité que le tournaire du clavier. Quand j'essaie de créer un peu d'espace dans la muraille sonore, c'est en jouant d'une façon complètement opposée, c'est-à-dire d'un seul doigt du piano. Là, Kevin commence à m'imiter. En fait, il y a un effet miroir de mes doigts qui montent la gamme et les siens
qui reflète le jeu en descendant. Kevin m'a été dirigé pour travailler sa confiance en soi et sa communication active. L'espoir des enseignants était qu'il commence à parler à l'école. Ayant cette information, quels objectifs thérapeutiques détaillerez-vous? J'ai choisi 2 objectifs musicothérapeutiques qui pouvaient être transférés dans la vie en dehors des séances. Je voulais encourager Kevin à initier des interactions musicales pour lui faciliter après l'initiation des interactions sociales. En plus, je visais à créer une ambiance sécure et libre d'attente dans laquelle Kevin pouvait s'exprimer et s'amuser, augmentant ainsi sa confiance en soi. Ceci avec l'espoir qu'il pourrait transférer ce sentiment de sécurité à sa vie en classe. De cette manière, j'ai mis en pratique la stratégie du détour de Jean-Pierre Klein. Dans sa psychiatrie de l'ellipse, il propose que la psyché consiste en 2 foyers. Dans le premier, l'état de la personne est abordé en direct, pendant que le deuxième est le lieu de l'expression indirecte des difficultés. Je n'ai jamais mentionné le mutisme sélectif pendant nos séances. En me centrant sur la qualité de notre communication musicale et sur la création d'une ambiance et d'une relation thérapeutique détendue, j'ai su respecter les défenses et contourner les résistances de mon client. Ma connaissance des techniques de l'improvisation clinique et ma résonance personnelle avec ce cas ont contribué au déroulement de ce parcours. En plus, et reprenant la citation de Bion, ce qui a soutenu l'évolution de la communication musicale, à mon avis, a été mon attitude de foi qu'il y aura des transformations dans la psyché de Kevin et mon émerveillement envers ses productions musicales. Vous le remarquerez dans le prochain clip vidéo. Pour l'analyse, je me suis inspirée d'un article de Kate Jones, musicothérapeute à Londres, qui s'intéresse particulièrement au mutisme sélectif. Elle a effectué une recherche sur un seul cas clinique mettant en évidence des moments charnières, meaningful moments, survenus pendant un parcours de musicothérapie. Mais qu'est-ce qu'un moment charnière? Il n'y a pas forcément une définition précise. Pour moi, c'est un moment significatif qui peut étonner ou surprendre. Un moment qui fait que rien n'est plus tout à fait pareil ensuite dans la relation, dans la psyché du musicothérapeute et ou dans la psyché du client. C'est un moment qui peut marquer la transition à une prochaine phase de la thérapie ou du développement du client en dehors des séances. Ces meaningful moments ne surviennent pas nécessairement aux intervalles réguliers ni précis. Voici les moments charnières de cette thérapie de 15 séances. Je donnerai une explication courte de chacun. Pendant la 2e séance, j'offre un choix d'instruments, dont Kevin prend la flûte. Cela me surprend qu'il se sente déjà à l'aise en prenant un instrument oral, car je pense que le fait que les mots et la souffle sortent par la bouche le détournera des instruments en vent. En fait, il commence à dire des mots en classe très peu de temps après, lors de la 4e séance. Il a aussi un penchant vers le kazoo, instrument pour lequel il faut faire vibrer les cordes vocales. Je sens que sa communication active et verbale à l'école va bientôt éclater. Nous avons vu une partie de la 5e séance. À part d'être impressionné par l'intensité de cette improvisation, pour les raisons décrites, je suis encore plus bouleversée quand, de sa propre initiative, Kevin qualifie sa production sonore avec les mots « tonnerre, dans le ciel », en pointant du doigt le ciel, par la fenêtre. L'articulation des paroles et sa créativité m'émotionnent. Pendant la 8e séance, un jeu d'imitation sur les kazoo devient une conversation musicale. Kevin montre une grande sensibilité
pour reconnaître et pour donner des signaux entre nos échanges. Et au bout de plusieurs répétitions, on ne sait plus qui est à l'origine de l'appel et qui fait la réponse. La signification de ce moment charnière est que cette capacité à mener une conversation pourra se transférer dans d'autres situations sociales. Nous allons visionner le moment de jouer à volume 0 pendant la 10e séance. Kevin expérimente les effets du bouton de volume sur le synthétiseur. Ce moment me touche beaucoup parce qu'il me paraît symbolique de l'état du mutisme sélectif. En voix chantée, j'encourage le garçon à chanter les notes représentées par les touches qu'il appuie. Il me suit sans y penser. Pendant la dernière étape de cette thérapie, nous remarquons une augmentation notable de l'espace entre les notes, des périodes de silence et de la tranquillité. Kevin commence à écouter les réverbérations de la cymbale. Cela m'indique une réduction de l'anxiété. Le fait qu'il commence à marcher à pied, aidé de son déambulateur, le confirme. La reconnaissance et la contenance de l'anxiété a probablement facilité non seulement le déblocage de la parole, mais aussi celui du développement physique. La co-improvisation de la 15e séance, dirigée par Kevin, est un vrai jouer ensemble, à la méthode Nordhoff-Robbins, négociée par tous les participants de manière non verbale. Elle témoigne d'une sensibilité, d'une créativité, d'une capacité d'expression, de communication socio-émotionnelle, d'humour et d'une capacité d'interaction. Soyez attentifs au piano mutique et à la capacité d'imitation de Kevin, tant en chantant qu'en appuyant les touches du clavier. Remarquez aussi l'espace que je lui donne, l'écoute et mon attitude d'émerveillement. La traduction de mes mots sera « Maintenant tu peux chanter les notes toi-même, parce que le piano ne les fait pas ». Comme dernier extrait, je vais vous montrer quelques exemples de dialogue et de l'accompagnement dans la communication musicale, vécue dans le cadre des moments charnières examinés ci-dessus. Revenons sur la temporalité, qui est le grand thème de ces journées d'études 2021. Nous pouvons apprécier l'impact important de la musicothérapie sur le développement de ce garçon. Vu qu'il a commencé l'école à l'âge de 3 ans et qu'il n'avait jamais parlé dans ce lieu, malgré son suivi en orthophonie, la courte durée de notre parcours de musicothérapie a facilité des déblocages en très peu de temps. Entre parenthèses, je vous incite à explorer l'efficacité de la musicothérapie vis-à-vis l'orthophonie dans des domaines de la rééducation langagière, après un AVC par exemple. La musicothérapie a proposé à Kevin de l'espace et de la permission pour s'exprimer. Elle lui a aussi fourni un espace pour être écouté, entendu, contenu, reconnu et encouragé à partir du niveau où il se trouvait dans sa communication. Sur ce schéma, nous trouvons les points clés de cette prise en charge. D'abord, il y a des transmissions et les observations pluridisciplinaires. La temporalité des transformations vécues en musicothérapie sont étroitement liées à celles qui surviennent dans la vie en dehors des séances. Lors de la 4e séance, Kevin commence à dire des mots en classe. Lors de la 10e, il initie des échanges avec son orthophoniste et vers la fin de la prise en charge, il commence à marcher. Après, nous trouvons la transformation dans la communication musicale, CM, qui commence avec une occupation totale de l'espace sonore et physique. Au cours de la session, nous expérimentons une diminuendo, une ouverture à l'espace et une augmentation de la variété dans l'expression musicale, qui devient nuancée et négociée de manière non verbale. Nous pouvons donc faire un lien entre le temps et l'espace. Au fur et à mesure que le temps passe, nous sentons plus d'espace dans les échanges. Puis, nous avons les moments charnières, MC,
qui ponctuent leur parcours. On les a vus de manière détaillée au cours de ce colloque. La dernière ligne décrit l'importance psychique des moments charnières, tant pour la musicothérapeute que pour le client. Par exemple, nous trouvons l'émerveillement, la détente et la réduction de l'anxiété. Finalement, je pense que les atouts de l'improvisation clinique ont été instrumentaux pour le succès de cette étude de cas. Si cette intervention vous a intéressé, je vous dirige vers mon mémoire. Merci. Merci Viviane de cette présentation très pédagogique et qui montre bien les différentes étapes du travail. Donc maintenant, nous avons un temps de débat. Viviane, d'abord, merci beaucoup pour ta prestation. Je trouve que ce travail est vraiment... it was a really big, meaningful moment. Et je voulais juste te demander un peu, juste à nous parler de cette temporalité dans l'institution. Ça veut dire, j'ai trouvé que c'était très bien détaillé, très bien parlant en fait pour nous, comment ça se passait dans les séances. Et j'ai bien apprécié le lien que tu as fait en fait avec l'évolution en tout cas de Kevin dans l'établissement après en classe, en termes d'apprentissage, en termes de capacité physique, etc. Est-ce qu'en termes de temporalité, tu peux nous parler un peu plus comment ça se passe entre les séances de musicothérapie et l'institution? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des demandes, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que, à la base, dans les orientations, on te dit par exemple, on aimerait bien que cet enfant-là arrive à s'exprimer verbalement à la fin d'un certain temps? Je ne sais pas. Voilà. C'est un peu ma question. Alors, si eux mettent des objectifs eux-mêmes ou... Oui, s'ils ont des attentes en termes de temporalité, ça veut dire d'atteindre un certain objectif à un certain temps et que la musicothérapie, pour eux, sert un peu à accélérer un peu le rythme ou accélérer, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter après? Je pense qu'ils sont habitués à travailler avec ces enfants et qu'ils sont habitués à ce que ça se passe très lentement. Alors, je pense qu'ils n'ont pas vraiment des attentes temporalisées comme ça. En fait, mon travail avec Kevin leur a vraiment surpris. La rapidité du déblocage. Et je pense que de toute façon, ils n'ont pas vraiment des attentes de rapidité, mais ils voient que c'est un bon support pour les enfants, peut-être pour faciliter leur communication avec leur père et avec leurs parents, leurs professeurs. J'avais une enfant où c'était très clair que quand elle venait régulièrement en musicothérapie avec moi, ses relations interpersonnelles fluaient mieux. Alors ça dépend un peu. C'est pas forcément la rapidité des choses. Ok, donc tout à fait dans le respect du rythme de chaque enfant, en tout cas au sein de l'établissement. Oui, beaucoup. Okay. Okay. Merci. Une question? Alors bonjour, je suis étudiante en musicothérapie à Nantes et sur le point d'aborder un stage avec cette population polyhandicap adulte.
Et ma question pour vous, ce serait comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qui vous a orienté vers les choix instrumentaux avec Kevin? Merci. D'accord. Le choix des instruments, oui, c'est lui qui l'a indiqué. Alors moi, tout au début, j'ai pensé peut-être il va s'orienter vers des petits instruments, des petites percussions, des trucs comme ça. Et, je lui ai offert un choix d'instruments et c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait. Je ne sais pas si ça c'est assez comme réponse. Alors, oui, la réponse, on a bien reçu la réponse. Alors, c'est vraiment pour continuer, est-ce qu'il y a eu une anamnèse? De Kevin? Oui, de Kevin. Un petit peu, oui. J'ai pu regarder son dossier pour voir ce qui s'est passé et petit à petit, oui, je dirais que oui. Est-ce que vous avez considéré qu'après la 15e séance, le travail était terminé ou est-ce qu'il a été poursuivi? Et suivi pourquoi? Et sinon pourquoi? Est-ce que tu as considéré que le travail après 15 séances a été terminé? Oui. Vous pouvez redire un peu la question? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Il y avait une autre partie. Merci pour la question. Oui, la 15e séance a coïncidé avec la fin de l'année scolaire. Et puis, quand je suis rentrée, après la rentrée, on a pensé de le reprendre en séance. Mais quand je l'ai observé en classe, comme la dernière diapositive, ça montre ses capacités déjà. J'avais l'impression qu'il fonctionnait bien dans sa vie quotidienne. Et il y avait beaucoup de demandes d'autres enfants aussi. Alors oui, on l'a pensé, mais on a donné la préférence à d'autres enfants qui avaient aussi d'autres besoins. Et à mon avis, particulièrement, je pense qu'il se tenait très bien avec. C'était comme un déblocage que lui a mis sur la bonne route, si vous voulez. Oui. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas repris pour l'instant. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Comment savoir que ce sont effectivement les séances de musicothérapie qui ont permis les déblocages? Les évolutions, entre guillemets, observées en séance de musicothérapie ne pourraient-elles pas être le témoin de l'avancée permise par les autres prises en charge? Attendez, c'est la question qui est écrite ici? Je redis. Alors, je vais redire un peu à ma manière. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que, en fait, comment on peut savoir que ce sont des séances de musicothérapie qui ont permis un certain déblocage et que c'est pas l'évolution, en tout cas, de toute une équipe, un travail d'autres prises en charge en parallèle? C'est ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et je ne veux pas, moi, prendre toute la responsabilité de ce déblocage chez cet enfant. Je me considère comme avoir donné une contribution. Jamais je serai la seule responsable, je pense. Oui, vous avez raison. Alors, une autre question sur le dispositif. On voit que vous avez filmé ces séances et on observe un cothérapeute.
Est-ce que ce dispositif est spécifique à cette intervention ou est-ce que vous vous filmez à chaque séance? J'avais la possibilité de filmer à chaque séance. J'avais obtenu les autorisations. Alors, de préférence, je faisais ça. Et la co-thérapeute n'est pas tout à fait une co-thérapeute. La plupart des enfants là-bas, ils venaient à ce temps-là avec c'est un type d'éducateur ou d'éducatrice. Je pense que c'est pareil en France. Surtout s'ils souffrent de l'épilepsie ou des choses comme ça, qu'il pouvait se passer quelque chose que je ne dominais pas. C'était pour la sécurité. Alors, c'était plutôt moi de thérapeute et une éducatrice ou un éducateur pour accompagner l'enfant. Et j'expliquais un peu à eux que serait leur rôle. Pour quelques enfants, comme avec Kevin, c'était bien d'avoir l'éducatrice parce qu'elle pouvait faire groupe pour pratiquer quelques habiletés de communiquer en groupe. Et avec d'autres, l'éducateur est seulement là pour surveiller qu'il ne se passe rien ou peut-être pour aider à tenir un instrument ou quelque chose comme ça. Merci. D'autres questions dans la salle? Bonjour Viviane, c'est Gwenaëlle. J'aurais une question pour toi. Penses-tu que la présence de la caméra dans tes séances a modifié l'attitude de ton patient, client? Merci pour la question. Je pense que quelquefois, oui, c'est le cas. Et des fois, je préfère ne pas filmer parce que ça gêne. Mais je pense aussi que maintenant, dans l'école, il y a beaucoup de... Ils emploient beaucoup les caméras, les vidéos. Ils sont assez habitués. Mais on ne saura jamais, je pense. Parce qu'une fois que la caméra est là, elle est là. Et on ne saura pas comment ça aurait été sans la caméra. Mais je pense avec quelques enfants, oui, ça influe et c'est mieux de ne pas filmer. Je pense avec ce garçon, c'était assez normal pour lui et je pense que oui, on a pu travailler presque comme s'il n'était pas là, comme la caméra n'était pas là. Jonathan? Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je me demande quel lien a Kevin avec ses parents ou quel lien vous-même avez-vous eu avec les parents de Kevin? Oui, c'est une grande question et c'est une chose, pour moi, c'est clair que des fois, oui, c'est très important d'avoir des liens avec les parents. Et à ce temps-là, c'était pas très évident de l'avoir. J'ai assisté à une réunion, c'était une réunion un peu de revue qu'ils font une fois à l'année. Et il y avait sa mère, un professeur et moi. Et j'ai essayé, oui, je pense que je ne sais pas si j'ai montré des vidéos, non. Mais j'ai vraiment essayé de lui expliquer un petit peu de ce qui s'est passé. Mais je pense quand même qu'elle ne se rendait pas trop compte de ce qui s'avait passé. Et je pense que ses parents mettent beaucoup de confiance à l'école. Je pense que c'est une école qui est assez englobante de fonctions. C'est une école, mais ils ont aussi une fonction. Les enfants l'aiment bien, ils l'apprennent, ils ont des contacts sociaux et tout ça. Et je pense qu'il y a quelques parents, ils mettent beaucoup de confiance et ils pensent, bah, ça va aller à l'école, c'est bon, mon enfant est bien à l'école. Ils ne se mettent pas trop
dans ce qui se passe précisément là-bas. Alors malheureusement, avec les parents de Kevin, j'ai pas eu beaucoup de contact, mais le petit contact que j'ai eu, c'était bien, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus de contenu. Merci. Merci. D'autres questions? Non plus, à distance. Oui, oui, allez-y. Bonjour. Alors, je travaille moi également avec des enfants autistes ou des adultes. J'ai vraiment, je travaille un petit peu de la même manière. J'ai admiré votre clarté dans la façon de nous exposer le travail et j'ai beaucoup apprécié l'apport de ces moments charnières qui nous permettent d'analyser, quand bien même effectivement le travail est conjoint avec l'orthophoniste, avec toute la clinique environnante, avec la famille, etc., on peut quand même tout à fait supposer que votre travail a produit les résultats dont vous parlez, quand même, en tout cas qu'il y a des fruits qui prennent leur origine dans ce travail de symbolisation, etc. En tout cas, je voulais vous remercier parce que, effectivement, cet apport des moments charnières m'apporte à moi une façon de pouvoir lire mon travail, le synthétiser, en parler, qui fait vraiment un vrai repère. Voilà, je voulais vous remercier, c'est vraiment un grand apport pour moi. Merci à vous. Alors, d'autres questions arrivent. Est-ce que tu interviens avec des groupes de jeunes polyhandicapés? Oui, c'est une grande question. Et pendant mes stages, j'ai été présente pendant les groupes avec les polyhandicaps et j'ai même essayé des groupes moi-même. Pour moi, et ça c'est pour rebondir, je pense, avec quelque chose que Rachel a dit, je pense, hier, que pour moi, je le trouve compliqué, les groupes, parce que tout le monde a sa propre temporalité, son propre intérêt. Je trouve compliqué de m'accorder avec les individus du groupe. C'est un autre type de travail. Je pense que c'est plutôt, peut-être ça doit se voir plutôt comme un accordage avec le groupe, mais pour moi, je le trouve compliqué. Mais je pense aussi qu'il faut mettre des objectifs autrement. Peut-être avoir des objectifs d'encourager la communication entre eux, de promouvoir l'écoute de l'un à l'autre, de pratiquer le tour de rôle. Et surtout si on est le seul thérapeute ou le seul thérapeute avec des aideurs qui ne sont pas thérapeutes, alors des co-thérapeutes qui ne sont pas les thérapeutes eux-mêmes, je pense qu'il faut avoir des groupes petits, peut-être de 3-4 personnes maximum, parce que sinon ça disperse beaucoup. Alors j'espère que ça a répondu à la question. Je pense que oui. Après, Nathalie, elle peut compléter si besoin. Hein? Alors, une autre question. Est-ce que tu fais des séances co-animées avec d'autres thérapeutes, orthophonistes, psychomotriciennes? Pas pour l'instant. On en a pensé et je pense que ce sera très bien de faire des co-animations comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Et on va donner peut-être, on va ouvrir le micro de Aude pour qu'elle puisse poser sa question.
Ah, faut me le dire avant alors la question. Non? Oui, c'est la même en fait. J'ai posé la question de l'autre. Bon. Oui, bonjour, voilà, vous venez de ok. poser ma question. Merci de votre réponse, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de dialogue tonique aussi dans ce que vous proposiez avec les instruments. Et du coup, voilà, je suis psychomotricienne et je trouvais intéressant de pouvoir travailler en co-animation, en fait, avec des musicothérapeutes. Oui, ça me paraît intéressant aussi, oui. Voilà. Donc, merci pour votre réponse. D'autres commentaires, d'autres partages, d'autres questions? Bien, mais merci Viviane de ton intervention et merci des différents participants au débat. Merci.